Bonjour à toutes et tous, content de vous retrouver en 2025. Je vous souhaite à tous évidemment une excellente année 2025, une bonne santé, puisque la prévention ne peut que souhaiter une très bonne santé. Je suis Steve Martin, responsable des projets prévention pour Harmonie Mutuelle, et c'est avec un très grand plaisir qu'Harmonie Mutuelle vous accueille à nouveau sur une conférence d'1 heure environ sur les thématiques « Les accidents de la vie courante après 50 ans ». Cette conférence s'inscrit dans le cadre du programme national Demain s'invente aujourd'hui, proposé par Harmonie Mutuelle depuis maintenant de nombreuses années. Ce programme est destiné à tous nos adhérents âgés de 50 ans et plus, et il a pour objectif de vous accompagner à préparer, anticiper, organiser ou tout simplement profiter pleinement de cette nouvelle tranche de vie, en autonomie et en bonne santé. Pour cette édition 2025, 17 webinaires sont programmés. Ils sont tous sur la page d'inscription que vous retrouverez dans le chat. Évidemment, il y a différentes thématiques animées toujours par des experts qui vous partageront conseils pratiques et points de repère pour passer d'une vie active à une retraite positive. Je vous invite donc à vous inscrire ou en tout cas à consulter le lien. Une documentation en lien avec cette thématique est par ailleurs directement téléchargeable depuis la touche Apps en bas à droite de votre écran. Pour le bon déroulement de cette séance, vos micros et vos caméras sont coupés. Si vous avez des commentaires à effectuer ou si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire dans le chat. Ce soir, nous recevons le docteur Gérard Simon, médecin interniste et gériatre, et Camille Lebas, conseillère à l'agence de Bordeaux, et qui vont vous accompagner pendant cet événement. Je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Docteur Simon, c'est à vous. Très bien, merci bonsoir à toutes et tous. Nous allons parler des accidents après 50 ans, et d'abord dans une première partie, quelques chiffres, ensuite quels sont les risques d'accident, qui est à risque d'accident, ensuite les différents types d'accidents, enfin la partie la plus importante, les conseils et les points de vigilance pour éviter ces accidents. Vous allez probablement être très étonné par la fréquence de ces accidents de la vie courante. 11 millions d'accidents par an, 4,5 millions de blessés aux urgences par an. 1200 personnes sont hospitalisées chaque jour à la suite donc du passage aux urgences. Ça représente 10% des dépenses de santé, 12% des hospitalisations et malheureusement 20 000 morts par an, ce qui est tout à fait considérable. C'est 5 fois plus meurtrier que les accidents de la route. Or, les accidents de la route, les accidents de la circulation, on en entend parler fréquemment. Alors que les accidents de la vie courante, heureusement qu'on va en parler parce que vous avez vu les chiffres, je continue. 3e cause de décès après les cancers et les maladies cardiovasculaires. C'est la première cause de décès. Bon, chez moins de 50 ans, mais chez les enfants de 1 à 14 ans, la première cause de décès, et en particulier la suffocation, vous savez, cette fausse route qui bloque ici, au niveau du larynx, les voies respiratoires, c'est la première cause de décès chez les enfants de moins d'1 an. 2 décès sur 3 surviennent au grand âge après 75 ans. Oui, après 75 ans, nous sommes susceptibles d'être plus fragiles que avant 75 ans, avant 50 ans. Donc évidemment, quand un accident de la vie courante survient, cette fragilité va peut-être aboutir à une situation préoccupante, voire au décès. Si on prend l'évolution du nombre de décès là, de 1982 à 2009, on voit que, bon, c'est certes fluctuant, mais on reste autour des 20 000. Ça veut dire que peut-être que la prévention, l'information sur ces accidents n'est pas suffisante. Donc, cette visioconférence est, à mon sens, importante. Les lieux de l'accident. Alors, où est-ce que ça se passe? Dans la moitié des cas, au domicile, l'habitat. Ensuite, sur les aires de sport et de jeu. Ensuite, dans les zones de transport, les lieux publics, d'autres lieux encore. Et là,
la fréquence est plus importante entre 17 et 20 heures. Et vraisemblablement, bien sûr, au domicile, entre 17 et 20 heures, puisque, bah oui, à ce moment-là, on est rentré chez soi et on effectue plusieurs activités à domicile. Chez soi, on va être très surpris. Dans 25% des cas, il s'agit de la cuisine. Alors que la salle de bain ne représente que 1% des cas. Alors que classiquement, on dit, oh bah oui, les accidents surviennent dans la salle de bain, c'est à risque, ça glisse, la douche, la baignoire. Mais oui, mais où est-ce qu'on se situe le plus souvent? Dans la cuisine, évidemment. Ensuite, bien entendu, il y a les lieux dangereux. La cave, la chaufferie, ensuite le local des poubelles, l'escalier, bien entendu, la toiture, la terrasse, les chambres, le salon, et en dernier, la salle de bain. Mais c'est dans la cuisine que, en nombre absolu, hein, le nombre d'accidents, et en particulier les chutes, sont les plus fréquentes en nombre absolu et en pourcentage. Alors, si on détaille un peu entre, d'une part, les chutes, la suffocation, hein, l'étouffement, les noyades et les intoxications, eh ben, on voit bien que les choses changent au fur et à mesure de l'avancée en âge. Et si on prend ici, bon, les plus de 46 ans, on voit bien que ce sont les chutes qui prennent une importance considérable. Au-delà de 75-84 ans, c'est la moitié des accidents de la vie courante sont des chutes. Pour les 85 ans et plus, on atteint 64%. La suffocation, on voit que c'est très fréquent chez les moins d'un an. Ensuite, ça régresse, mais ça redevient important, 15%, 16%, 17%, 15 à 17% pour les plus de 65 ans. Et pour la bonne et simple raison que peut-être, et c'est comme ça que ça se passe, on oublie de bien mastiquer, et notamment la viande, on oublie de bien mastiquer, et bien souvent le bol alimentaire, la viande reste coincée au niveau du larynx, ce qui explique ces chiffres de suffocation. Alors, qui est à risque? Alors, d'abord, bon, on rappelle hein, les 6 principaux risques. Bon, la suffocation, on a vu, les accidents de sport et loisirs, les intoxications, les incendies, les chutes, les noyades. Bien. Qui est à risque? Qui risque les accidents? Ben, ce sont les personnes fragiles. Et qui est fragile? Est-ce que l'âge entraîne obligatoirement une fragilité? Est-ce que l'âge veut dire fragilité? Pas du tout. Pas du tout. La vieillesse, le vieillissement, ça n'est pas une maladie. Le vieillissement, c'est la vie. La vieillesse, ce n'est pas une maladie. Et c'est pas parce qu'on a 80 ans, si on est en bonne forme, qu'on est fragile. Donc, qu'est-ce qui rend les personnes fragiles? Ben, c'est l'état de santé physique et mental. C'est l'isolement, absence de lien social. Ce sont les traumatismes de la vie, ce que j'appelle les galères de la vie qu'on accumule, qui sont dans le sac à dos de la vie et qui sont de plus en plus lourds à porter. J'ai, à l'occasion de mon exercice professionnel, rencontré bon nombre de gens qui ont eu des galères mais pas possibles tout au long de leur vie et qui ont eu cette force de résilience pour rebondir. Et enfin, ce que j'appelle la maltraitance sociétale. C'est quoi la maltraitance sociétale? Je considère que notre société peut-être néglige finalement le grand âge. Et puis il y a des gens qui cumulent. Ils ont un mauvais état de santé, ils sont isolés, ils ont eu des galères tout au long de leur vie, et puis peut-être, bon, ils ont par exemple une petite retraite qui rend les fins de mois difficiles. Donc ces personnes-là sont en situation de fragilité et donc sont vulnérables. C'est quoi la vulnérabilité? C'est cette fragilité soumise à notre environnement. Et donc, si on est fragile et qu'on est soumis à un environnement plutôt hostile, eh ben on va aboutir à la catastrophe, on va aboutir à l'accident. Et qu'est-ce qui change alors quand on prend de l'âge? On est peut-être moins mobile, on
on a des difficultés pour se déplacer, on a quelquefois des troubles de l'équilibre. Nos sens ne sont pas tous en bon fonctionnement. La vue, l'audition, l'olfaction aussi. Ça sent le gaz ou ça sent le brûlé. Bon, quelquefois, on a des problèmes d'anosmie, surtout peut-être les personnes qui ont été touchées par la Covid et qui ont des séquelles. On a des troubles du sommeil et si votre sommeil n'est pas réparateur, dans la journée, vous avez tendance à vous assoupir, vous êtes moins vigilant. Est-ce que notre cerveau et notre mémoire fonctionnent bien? Peut-être qu'on a des difficultés, des troubles de la mémoire bénins. Vous savez, les deux troubles. Mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cette pièce? C'est un trouble bénin. Ou alors le syndrome de gelée sur le bout de la langue. Donc tout ne fonctionne pas très bien. Et puis quand on avance en âge, peut-être le lien social a tendance à se déliter et l'isolement nous guette. La vie affective aussi, peut-être, quand on perd le conjoint, on est un peu moins résistant au stress, on a peut-être un peu moins de morale. Et puis l'image de soi, elle peut se dégrader. Tous ces changements-là vont aussi agir sur cette fragilité et nous rendre vulnérables à cet environnement. Et puis, il y a des facteurs favorisants, par exemple. Vous savez, la France est quand même le pays où on mange le plus de psychotropes. Alors, les médicaments pour dormir, normalement, c'est une mauvaise réponse à une bonne question, les troubles du sommeil. Mais vous savez qu'un hypnotique, on doit le prendre pas plus de 4 semaines. Et il y a des gens qui prennent des hypnotiques depuis 10 ans. Et donc, évidemment, ces hypnotiques ont une durée de vie plus ou moins longue, mais quelquefois la durée de vie est de 24 heures et le lendemain, ils ont encore cette molécule dans le sang et donc ils seront moins vigilants. Et puis, le sommeil, qui n'est pas réparateur, on l'a dit, la fatigue, les drogues, l'alcool, les maladies chroniques, tout ça sont des facteurs favorisants qui vont nous précipiter vers les accidents de la vie courante. Notre cerveau, la mémoire, le Covid long, on en parle, c'est cette fatigue qui traîne, ces douleurs articulaires. Là aussi, ce sont des facteurs favorisants. Et si on a un handicap, cet handicap est aussi un facteur favorisant les accidents de la vie courante. Alors on va pas faire un sondage, mais je vous demande de vous poser des questions. Est-ce que la nuit, vous avez une lampe de poche à portée de main? Est-ce que vous éteignez vos appareils électriques après utilisation? Est-ce que vous contrôlez régulièrement les dates sur les emballages ainsi que l'état de vos aliments? Est-ce que vous nettoyez votre réfrigérateur au moins une fois par mois? Est-ce que vous pensez régulièrement à vérifier votre armoire à pharmacie, à faire le tri de vos médicaments et ramener les médicaments périmés à votre pharmacien? Et si vous prenez des médicaments, est-ce que vous utilisez un pilulier où vous accumulez les boîtes dans une grande boîte un peu tout mélangé? Donc, posez-vous ces questions. Je pense que vous aurez les réponses un peu plus loin. Alors, quels sont les accidents? Quels sont les types d'accidents? Alors, de 3 types. On l'a dit, c'est le domicile dans un peu plus de la moitié des cas. La maison et les apports immédiats de la maison. Les médicaments aussi sont responsables donc des accidents et on va détailler. Et après, c'est dans la rue et ailleurs. Sont exclus les accidents du travail, accidents de la circulation, les accidents causés par les éléments naturels, les suicides, les agressions, qui ne sont pas considérés comme des accidents de la vie domestique. Alors, les accidents domestiques, de la vie courante, les accidents domestiques. Alors, les brûlures ou tout accident causé par le feu, donc le feu, les intoxications, le gaz, les fumées lors d'un incendie, le monoxyde de carbone qui est inodore, incolore, et qui est dégagé à la suite d'une mauvaise combustion, les coupures, les blessures, les électrocutions,
Les efforts excessifs, vous savez ce qu'on appelle les faux mouvements et qui provoquent des lumbagos, hein, le lumbago qui va nous handicaper considérablement. Les chutes, c'est vraiment un accident par excellence. Et plus on avance en âge et plus on est à risque de chute. Les intoxications alimentaires, les intoxications par les produits domestiques qu'on utilise, surtout quand on les mélange, les accidents de bricolage, de jardinage, enfin, on en a parlé, les suffocations. Voilà les accidents domestiques. Alors, j'ai fait un petit focus sur les médicaments parce que bon nombre de médicaments ont des effets secondaires, hein, pour ne pas dire tous, et ces effets secondaires, c'est ce qu'on appelle la iatrogénie. La iatrogénie, ce sont les maladies, les affections, les problèmes causés par les médicaments. Alors, il y a plusieurs causes à cette iatrogénie. C'est les erreurs de prise. Est-ce que je prends bien le médicament à la bonne dose, ni trop, ni moins, à la bonne heure, en associant peut-être pas certains fruits comme le pamplemousse ou des plantes, des tisanes, la phytothérapie, ou des médicaments que je vais acheter moi-même à la pharmacie, c'est l'automédication, ou des huiles essentielles, l'aromathérapie, qui, associée à certains médicaments, risque de poser problème. Savez-vous que la iatrogénie, les effets secondaires des médicaments et les associations dangereuses représentent par an 200 000 hospitalisations. 200 000 hospitalisations. Alors, la recommandation, c'est quoi? C'est simple, lisez, relisez les notices de façon à savoir quels sont les effets secondaires des médicaments. Alors je sais bien, c'est écrit petit, c'est très long, il y en a beaucoup. Une fois qu'on a lu les effets secondaires, on se dit oh là 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 là, je prends ce médicament, il va m'arriver une catastrophe. Mais non, les effets secondaires surviennent rarement, mais il faut les connaître, au moins les plus fréquents, parce que si un effet secondaire survient, vous pourrez aller voir votre médecin en disant écoutez, depuis que je prends ce traitement-là, voilà ce qui arrive, docteur, est-ce que on peut pas modifier le traitement, changer le traitement parce que ça ne me convient pas. Dans la rue et ailleurs, le piéton est le seul usager de la route qui n'est pas protégé. Bon, on peut dire le piéton et le cycliste, mais enfin, bon, intéressons-nous aux piétons. Et puis il reste indécis naturellement, c'est-à-dire que le piéton, il va changer de direction sans prévenir. Dans une rue partagée entre les deux roues, les voitures et les piétons, le piéton, il n'a pas de clignotant et donc l'accident est possible. Donc vigilance. 16% des piétons tués dans les accidents de la circulation. Les piétons représentent 16% des décès. C'est considérable. Ensuite, il y a les obstacles dans l'espace urbain. Une anecdote, c'est sûr que bon nombre de gens marchent la tête baissée en regardant son portable. Alors c'est plus des réverbères, mais enfin c'est du mobilier urbain. On risque de se cogner au mobilier urbain et de se blesser. Après, c'est vrai que il y a peu de place pour le piéton dans certaines villes ou alors dans l'espace rural. Il faut quand même bien serrer et être extrêmement prudent. Les cheminements sont partagés, on en a parlé. Alors ailleurs, sur les noyades, dues à une chute, à l'alcool, la pêche, le nautisme, et puis la surestimation des capacités physiques. Ça aussi, c'est important. Dans notre tête, on croit toujours qu'on peut faire les choses. Mais non, quelquefois, il faut se dire non, je ne suis pas capable de faire telle ou telle chose, donc je vais faire très attention. Je vais faire très attention parce que, oui, je risque de chuter. Je vous donne un exemple. On l'a tous fait. Admettons, vous êtes dans votre cuisine, vous voyez là-bas au coin une toile d'araignée, ça vous plaît pas trop, vous avez le balai à proximité, et puis vous avez le tabouret.
à 4 pieds, voire même à 3 pieds, qui est juste à côté, alors que l'escabeau, il est dans le cellier, à 10 mètres de là. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas dans le cellier chercher l'escabeau. Vous montez sur le tabouret qui est juste à côté. Et qu'est-ce qui se passe? Vous levez la tête et vous essayez d'enlever la toile d'araignée. Et en levant la tête, vous avez un vertige et vous tombez. Mais vous savez qu'en montant sur cet escabeau, vous le savez que vous faites une erreur, parce que vous savez que vous êtes sujet au vertige. Donc voilà, c'est un exemple. Ne pas surestimer ses capacités physiques. Et puis ensuite, il y a les problèmes médicaux en rapport avec les malaises. C'est vrai que si vous avez un malaise, par exemple un malaise vagal, c'est sûr que là, la chute ou l'accident de la vie domestique peut survenir à l'occasion d'un malaise. Bien, alors on va passer à la partie la plus importante. Prévention et conseils. Permettez-moi de vous proposer quelques conseils, probablement que vous mettez déjà en action. Vous connaissez d'ailleurs tous ces conseils, mais peut-être on les applique pas comme on devrait. D'abord, c'est aménager l'environnement pour prévenir les chutes, se déplacer hors de chez soi en sécurité, prévenir les intoxications à l'oxyde de carbone et les incendies. On va détailler chaque chapitre. Avoir une bonne utilisation des produits domestiques, surtout connaître les produits domestiques et leurs dangers, veiller à une bonne alimentation, bien prendre ses médicaments, enfin prévenir les suffocations, parce que, vous l'avez vu, il y a quand même un fort pourcentage de suffocations qui aboutissent quelquefois au décès. Alors, aménager l'environnement et prévenir les chutes. Déjà, il faut avoir un éclairage adapté. Et puis, la lampe de poche qu'on met finalement dans le tiroir de la table de nuit ou à proximité. Oui, si vous avez une panne de courant et que vous avez à vous déplacer, par exemple, pour aller aux toilettes, attention. Je sais bien qu'on connaît le parcours, mais on ne sait jamais, un obstacle qu'on a oublié risque de nous faire chuter. Donc oui, ayons une lampe de poche dans le tiroir de la table de nuit. Et puis, en fonction de nos handicaps, on peut aménager le domicile. Et les ergothérapeutes, c'est la profession des ergothérapeutes d'adapter l'environnement à notre handicap. Le kinésithérapeute, lui, il essaye de faire régresser le handicap. Et à un moment donné, le handicap est fixé, le kinésithérapeute ne peut plus grand-chose pour nous. Et à ce moment-là, on peut faire appel aux ergothérapeutes qui vont analyser le domicile et vous dire, je vous conseille de mettre ici une rampe, là une barre, peut-être envisager un monte-escalier, des solutions, aménager la salle de bain, un réhausseur de WC, une douche à l'italienne. Ensuite, essayez de placer les objets à votre hauteur. Méfiez-vous des animaux domestiques. Méfiez-vous aussi des jouets, des petits-enfants qui traînent, qu'on a oubliés. Ne pas grimper sur l'escabeau, je vous ai donné l'exemple, ou sur une échelle. Mais oui, ça ira bien, je vais cueillir, on a un cerisier dans le jardin, je vais cueillir les cerises. Oui, mais les cerisiers, les branches de cerisier sont particulièrement fragiles, et donc elles peuvent casser et facilement. Et chaque année, il y a des accidents de chute de cerisier, de chute du toit. Soyons vigilants au quotidien. Chez nous, n'oubliez pas, la moitié des accidents de la vie courante, c'est au domicile. Alors utilisez des systèmes antidérapants pour la salle de bain.
la baignoire, hein, au fond, on mettait un système antidérapant. Vous savez que au niveau de la douche, hein, vous savez que les revêtements, à partir du moment où elles sont un peu humides, surtout si en plus on surajoute le savon, vous savez que les baignoires et les douches sont particulièrement glissantes. Hein. On peut aménager tout ça, hein, grâce à l'ergothérapeute, je vous l'ai dit. Et puis les tapis, alors oui, les tapis, il faut les sécuriser ou les supprimer, il vaut mieux les supprimer. Ah là là, mais alors ça a été une guerre tout au long de ma carrière, hein, supprimer les tapis chez les gens qui avaient déjà chuté. Ah mais les docteurs, vous pensez bien, on va quand même pas enlever le tapis de la tante Berthe qu'on a eu de génération en génération. Bah oui, mais bon, il est plus très en état. Puis ensuite, vous avez déjà buté contre ce tapis. Mais oui, les docteurs, non, c'est pas possible. Et puis bon, je ferai attention. Donc c'est très difficile, hein, de supprimer les tapis, mais à mon sens, il faut le faire. Alors le sol, le parquet, lino, les carrelages peuvent être glissants, hein, surtout s'ils sont mouillés. Bon, les obstacles, on l'a évoqué, hein, les fils électriques, la rallonge qu'on a mis et puis qu'on a oublié, les plantes vertes, les jouets. Bon, on a parlé des animaux domestiques. Aménager l'environnement, prévenir les chutes, attention, les lunettes de vue, attention aux verres progressifs. Vous savez, les verres progressifs, la partie inférieure, ça nous sert à lire, à voir de près. Mais quand vous marchez et que vous regardez le sol, il n'est pas près, et donc il est un peu loin, et donc dans cette partie inférieure, c'est là qu'on regarde, le sol, il est flou. Donc, quand vous marchez avec des lunettes progressives, méfiez-vous. Vous n'allez peut-être pas voir bien le relief, ou la descente d'escalier sera délicate, ou la montée d'escalier sera délicate. Il suffit de rater une marche. Et s'il n'y a pas de rampe, c'est la catastrophe. Utilisez, si c'est nécessaire, une canne pour vos déplacements, et même utilisez-la à la maison si vous avez un problème. Puis dans le jardin, le jardin, il y a des obstacles partout. Hein. D'abord les outils qu'on n'a pas rangés, les dalles. Alors, cette année, la saison est particulièrement propice à la mousse sur les dalles qui sont glissantes, sur les pierres aussi, les dalles en pierre, les cailloux, vous pouvez glisser sur les galets, attention aux herbes hautes qui cachent l'obstacle à la boue, à la mousse, aux feuilles. Vous savez tout ça, mais même en le sachant, on ne fait pas attention, et je m'inclus dans ce « on ». Bien sûr, je suis pas là pour donner des leçons, puisque je m'associe complètement à ce que vous pouvez penser, et moi aussi. Je ne suis pas suffisamment vigilant. On l'est jamais trop. Et bon, il y a la neige, le verglas, bien entendu. Là, on sait que on risque gros si on se déplace par verglas. Alors, les indispensables anti-chute, c'est les kits lumineux. Vous savez, on peut installer des petites rampes lumineuses avec des veilleuses pour éclairer le couloir, le cheminement la nuit. C'est une rampe bien solide qu'on empoigne pour monter un escalier. C'est le marchepied, c'est l'escabeau. Alors le tabouret, on va le mettre à la remise. C'est le rehausseur de toilette, la douche à l'italienne et le travail de l'équilibre. Savez-vous que, par exemple, si vous travaillez la station unipodale, l'équilibre sur un pied, le pied droit, puis le pied gauche. Si vous restez 5 secondes sans déséquilibre, déjà, c'est une bonne base. Alors, à côté de vous, quand vous faites cet exercice, bien sûr, il y a une table où vous pouvez vous appuyer en cas de déséquilibre. Mais vous verrez que si vous faites cet exercice-là une fois par jour, pendant, admettons, plusieurs fois pied droit, plusieurs fois pied gauche, 5 minutes, ça va vous prendre 5 minutes. Vous verrez que vous allez progresser. Vous allez passer à 5 secondes, 6 secondes, etc. Vous allez arriver à 10 secondes. Et vous allez améliorer votre équilibre. Rien n'est jamais perdu. L'équilibration, on peut récupérer, et évidemment, si on a un bon équilibre, on aura moins de risques de chute. Hors de chez soi, en sécurité. Alors,
bien mesurer les capacités physiques et mentales au moment de sortir. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je n'ai pas de douleur? Est-ce que je ne suis pas fatigué? Est-ce que j'ai pris un médicament? Est-ce que je ne suis pas un peu embrumé? Donc, bien juger de ses capacités, compenser les pertes visuelles, mais méfiance. Méfions-nous, on l'a dit, des lunettes progressives, compenser les pertes auditives. Vous savez que 50% des plus de 60 ans ont une perte auditive, certes, pas importante, mais qui peut perturber la perception des voitures, d'autant plus que de plus en plus de voitures sont électriques. Attention aux 2 roues qu'on n'entend pas. On va sortir éventuellement avec une canne si on en a besoin. Ensuite, chapeau, casquette. Et oui, on pense pas au soleil. Mais bon, vous savez, un coup de soleil ou un coup de chaud en été peut aboutir à un accident. Un coup de chaud, ça veut dire un malaise. Et si on ne se sent pas bon, on peut se faire accompagner et toujours avoir sur soi, par sécurité, le numéro de téléphone d'un contact. Parce que quand vous vous retrouvez par terre après avoir chuté, par exemple, et que vous vous êtes fait mal, et que les gens viennent vous secourir, les pompiers vont arriver si jamais la blessure nécessite qu'on s'en préoccupe. Vous êtes tellement perturbé que vous allez oublier les numéros de téléphone. Vous ne les saurez plus. Donc, c'est bien d'avoir sur soi un numéro de téléphone qu'on puisse appeler avec votre identité. Prévenir les intoxications au monoxyde de carbone. Alors, bon, c'est la mauvaise combustion. La mauvaise combustion qui va provoquer finalement l'issue d'oxyde de carbone. Cet oxyde de carbone, il ne sent rien et on ne le voit pas. Et il a plutôt tendance à stagner, il est plus lourd que l'air. C'est-à-dire que, par exemple, si vous remuez pas trop l'air dans la pièce, il va stagner et c'est d'abord les animaux domestiques qui vont en pâtir. Mais vous ne vous apercevrez de rien. Vous allez commencer à avoir des maux de tête, un malaise, et puis vous allez sombrer dans le coma. Donc c'est dangereux. Aérez votre logement un quart d'heure tous les jours. Vérifiez les appareils de chauffage, vérifiez les conduits d'aération pour ceux qui ont des ventilations. Utilisez correctement les appareils de chauffage. Achetez-vous un détecteur de monoxyde de carbone, c'est pas obligatoire. Bon, ça ne coûte pas très cher, mais ça va vous alerter en cas de problème. Chaque année, il y a des morts par intoxication au monoxyde de carbone. Et puis, les chauffages d'appoint, ne les faites pas marcher en continu. Ils consomment de l'oxygène et s'ils émettent un peu de monoxyde de carbone, vous allez avoir des problèmes. Enfin, prévenir les incendies, c'est la nuit que c'est le plus meurtrier. C'est pour ça qu'il faut débrancher les appareils électriques. Faut pas laisser les appareils sur veille parce qu'il peut se passer un problème. Le feu va couver pendant la nuit et il y aura des fumées et c'est les fumées qui vont vous intoxiquer. Donc, détecteur de fumée, c'est obligatoire. Un extincteur accessible, moi je vous le conseille. Et ne pas surcharger les prises. Quelquefois, on voit des multiprises sur des multiprises sur des multiprises. Très, très mauvaise idée. Et puis, ne pas laisser les casseroles sur le feu sans surveillance. Ne pas fumer au lit. Ne pas fumer, c'est encore mieux. Et puis, le gaz, il faut changer le tuyau régulièrement. Et puis, en cas de fuite, vous appelez le 18. Que faire en cas d'incendie? Bien entendu, on va appeler les pompiers, le 18 ou le 112. Mais si le feu se déclare à votre domicile et que vous ne pouvez pas l'éteindre, vous fermez la porte, vous prévenez les gens, si vous habitez dans un immeuble, vous prévenez les gens, et puis si jamais il y a beaucoup de fumée, vous rampez. Enfin voilà, ce sont des conseils de bon sens et surtout, ne verrouillez pas la porte en sortant. Et puis si le feu est à l'extérieur et que vous ne pouvez pas sortir, à ce moment-là, vous calfeutrez, vous fermez, vous calfeutrez, et puis vous aspergez la porte pour essayer de ralentir cet incendie. Ce sont des conseils de bon sens.
les produits domestiques. Ah ben oui, alors là, il faut pas laisser des produits dangereux, il faut pas laisser les produits dangereux à la portée de tout le monde. Et il faut les laisser dans leur emballage d'origine. Hein, ne mettez pas un produit dangereux dans une bouteille d'eau. Parce que hop, s'il est, transparent, si on croit que c'est de l'eau, un enfant risque de l'absorber. Ne mélangez pas les produits, vous allez avoir des émanations de gaz toxiques, bien lire la composition, suivre les précautions d'emploi, et puis fabriquez vous-même les produits d'entretien et la lessive, c'est tout à fait possible, il y a des recettes qui sont tout à fait possibles, et puis vous aurez des produits de qualité à bon prix. Bon ben voilà, les pictogrammes, les dangers physiques, bon, explosifs, inflammables, comburants, corrosifs pour les métaux, gaz comprimés. Mais là, c'est ce qui est le plus intéressant. Toxique, corrosif pour la peau et les yeux, irritant, danger par aspiration, attention, polluant pour le milieu aquatique. Prenez par exemple l'essence de la térébenthine, on sait que c'est inflammable, on sait qu'il faut pas l'inhaler, que c'est polluant pour le milieu naturel, donc il faut pas verser les restes d'essence de térébenthine dans les toilettes ou dans la nature. Et enfin, oui, c'est un produit corrosif, donc il faut bien regarder tout ça. L'alimentation, les recommandations, c'est fiez-vous à votre bon sens. Sentez, goûtez, regardez la couleur, regardez si l'emballage n'est pas abîmé, et puis les symptômes de l'intoxication alimentaire, c'est les douleurs abdominales, les nausées, les vomissements, la fièvre, la fatigue, la diarrhée, vous connaissez ça, c'est la gastroentérite toxique. Alors, respectez les conditions de conservation des aliments, lavez-vous les mains, nettoyez votre réfrigérateur une fois par mois, au vinaigre blanc. Regardez la date de péremption. Alors la DLC, c'est la date limite de consommation, consommée jusqu'à telle date. Au-delà, la consommation peut comporter des risques pour la santé. Alors ça concerne la viande, les œufs, le poisson, la charcuterie, les jus de fruits frais pressés, les desserts lactés, les yaourts. Encore que les yaourts peuvent être consommés jusqu'à 3 semaines après la date indiqué. Donc là, il y a peut-être une autorisation de consommer ces yaourts un peu plus tard. La date de péremption, la DDM, date de durabilité maximale, à pas confondre avec l'autre. Alors là, l'aliment est à consommer de préférence avant le. Alors, ça nous laisse une marge de manœuvre qui permet de le consommer au-delà de la date indiquée. Simplement, si vous le consommez au-delà de la date indiquée, peut-être, il aura moins bon goût. Voilà, il sera pas aussi efficace sur le plan nutritionnel. Alors ça concerne le pain, le fromage, gâteaux, biscuits, etc., etc. Ça concerne énormément d'aliments. Alors, il y a 10 réflexes pour éviter les intoxications alimentaires. Faites confiance à vos sens. Vérifiez l'intégralité de l'emballage. Découpez vos aliments sur une planche en métal ou en verre. Évitez le bois parce que les microbes aiment bien s'incruster dans le bois avec le reste de viande. Mettez de l'ordre dans votre réfrigérateur. Nettoyez-le régulièrement. Consommez vos restes jusqu'à 24 heures, pas plus. Jetez les denrées fragiles entamées. Congelez la viande ou le poisson frais si vous prévoyez de les manger crus. Décongelez vos aliments dans le réfrigérateur. Changez régulièrement vos éponges et torchons de cuisine parce que là aussi s'accumulent les microbes. Ne mélangez pas les aliments sains avec ceux qui présentent des souillures. Bien prendre ces médicaments, je vous en ai déjà parlé. Pour ceux qui prennent des médicaments, je vous conseille un pilulier, de façon à chaque semaine remplir votre pilulier et vous êtes tranquille. Et au moins, vous saurez si vous avez pris le médicament. Parce que si le casier du matin est encore occupé alors que c'est le soir, ça veut dire que vous n'avez pas pris les médicaments du matin. Et puis suivez les recommandations, les modalités de prise, les péremptions, les effets secondaires, les contre-indications, les interactions. Lisez les notices, je vous l'ai dit. Enfin, prévenir les suffocations. Bien mâcher. Et attention aux repas alcoolisés.
Attention au repas alcoolisé alors qu'on a pris une entrecôte ou une côte de bœuf et qu'on n'a pas toutes les capacités pour mâcher. Donc des petits morceaux qu'on va mâcher longtemps. Et on va pas avaler un gros morceau qu'on a encore dans la bouche alors que bon, on est un peu embrumé par l'alcool. Et ben voilà ce qui va se passer. Ce morceau, il va se coincer au niveau du larynx ici. Et donc impossibilité de respirer. À ce moment-là, en fait, c'est ce qu'on appelle la fausse route. Il faut faire la manœuvre d'Heimlich. La manœuvre d'Heimlich, c'est simple. Vous mettez, si vous accompagnez la personne, que vous voyez une personne qui suffoque, vous mettez à l'occasion d'un repas, dans un restaurant par exemple, vous voyez une personne qui suffoque, vous vous mettez derrière la personne, vous mettez les bras juste à la base du thorax devant, vous serrez bien vos bras autour, vous vous serrez contre la personne et vous soulevez la personne. Et donc à ce moment-là, vous allez faire une pression ici au niveau du diaphragme, qui est le muscle respiratoire, et cette pression va faire une pression au niveau de la trachée qui va expulser le morceau de viande ou le bol alimentaire qui était coincé au niveau de la glotte. Si vous êtes seul et que ça vous arrive, vous pouvez très bien faire cette manœuvre-là au niveau d'un coin de table. C'est sûr qu'il ne faut pas prendre un coin de table très anguleux, mais vous pouvez vous appuyer votre thorax, appuyer votre diaphragme là contre la table pour essayer d'expulser, ce bol alimentaire, cette fausse route. Il y a encore trop d'accidents de déglutition et de morts par accident de déglutition à l'occasion d'une fausse route. Voilà, j'en ai terminé avec mon exposé et maintenant je suis prêt à répondre à vos questions. Si je connais la réponse. Très bien, merci beaucoup docteur. Alors, nous avons eu peu de questions jusqu'à présent. Alors, on nous a demandé à propos des médicaments pour dormir. Comment peut-on les arrêter, sachant que la prise dure parfois depuis plusieurs années et que malgré les médicaments, parfois le sommeil n'est pas de bonne qualité? Alors, c'est une bonne question. C'est pas anodin d'arrêter un médicament hypnotique. En général, ce sont des hypnotiques du jour au lendemain, parce que ça peut être dangereux. Si on prend ce médicament depuis, on va dire, plus de 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, notre organisme s'est habitué à avoir, et notre cerveau s'est habitué à avoir cette drogue le soir. Et nous, curieusement, psychiquement, on s'est habitué aussi à prendre cette drogue. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'est plus efficace. Et donc, c'est plutôt le médicament qu'on prend qui psychiquement va favoriser le sommeil, mais lui n'a plus d'activité. Par contre, si vous arrêtez du jour au lendemain, vous allez avoir un syndrome de sevrage. Et donc, il est hors de question d'arrêter du jour au lendemain. Il faut se faire accompagner par son médecin. Ensuite, il faut essayer de trouver pourquoi votre sommeil n'est pas réparateur, parce que c'est une mauvaise réponse, le médicament. Et donc, essayez de trouver pourquoi votre sommeil n'est pas réparateur, essayez de trouver des solutions pour améliorer votre sommeil, et on arrête très progressivement sous surveillance médicale. Parce que sinon, vous risquez un syndrome de sevrage, et de toute façon, après l'arrêt du médicament, vous risquez un rebond, c'est-à-dire que vous allez encore moins bien dormir qu'auparavant. Donc, ça n'est pas simple, mais c'est une bonne question. Très bien, merci beaucoup. On a également une remarque de Sylviane qui nous indique concernant les tapis. Je croyais que les dernières études indiquaient qu'il valait mieux tomber sur un tapis plutôt que sur un sol nu comme carrelage ou lino. Il y aurait ainsi moins de fractures du col du fémur. Ah non, mais vous avez parfaitement raison. Si vous tombez sur un tapis bien épais, le risque est moins important. Mais la question, c'est de buter contre le coin d'un tapis et d'aller un peu plus loin, se casser soit le col du fémur sur le carrelage.
parce que le tapis va pas recouvrir tout le carrelage ou le plancher. C'est comme, bon, il vaut mieux tomber sur un plancher que sur un carrelage, mais enfin, voilà, si vous tombez sous le tapis, ben, bon, j'espère que ça va bien se passer, mais bon, c'est pas sûr, hein, c'est pas certain. D'accord. Et Cathy nous demande, alors une question très pratique, si on connaît un site pour recommander les recettes pour faire des produits d'entretien maison, dont la lessive. Ah oui, vous lancez ça dans un moteur de recherche et vous trouverez toutes les recettes souhaitées. D'accord, très bien. Écoutez, faire soi-même les produits ménagers et voilà, la lessive, le liquide pour laver la vaisselle, voilà, vous trouverez tout ça. Alors, merci beaucoup docteur pour ces réponses. Je vous propose de rester en ligne car nous avons maintenant Camille Lebas qui est conseillère d'agence chez Harmonie Mutuelle qui va nous expliquer une garantie qui est proposée par Harmonie Mutuelle sur justement tous les aléas de la vie courante, les accidents de la vie courante. Voilà, donc Camille, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Alors moi, je suis Camille, je travaille sur l'agence de Bordeaux depuis 1 an et demi à peu près. Donc, je vais vous expliquer comment au quotidien nous accompagnons nos adhérents qui passent le pas de la porte. Il faut savoir que la plupart du temps, quand les adhérents viennent nous voir à l'agence, ils viennent pour 2 choses. Donc, ils vont venir pour déposer des factures, pour avoir le remboursement de leurs prestations, ou alors pour déposer des devis, pour avoir l'information sur le montant du reste à charge, par exemple. Ou alors, ils peuvent venir pour avoir des réponses par rapport à des questions particulières sur le remboursement de leurs soins, etc. On a un rôle bien particulier au sein d'Harmonie Mutuelle, car dans un premier temps, on va vous accueillir. C'est la première étape, bien entendu. Ensuite, on va répondre à votre demande et à vos besoins, mais on va surtout avoir un rôle de conseil. Donc, on va s'assurer que vous ne repartiez pas de l'agence sans avoir vu un conseiller et sans avoir fait un point sur votre contrat, car il est très important pour nous de s'assurer que vous soyez correctement couvert, notamment sur la partie accidentelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand nos adhérents viennent nous voir, ils sont couverts principalement sur la mutuelle, donc avec leur contrat de santé, mais c'est à nous de les sensibiliser, enfin de vous sensibiliser sur les choses que l'on pourrait mettre en place pour vous protéger et protéger votre foyer du mieux que nous pouvons. Donc, on va vraiment faire un bilan personnalisé, on va s'intéresser à vos loisirs, on va s'intéresser à vos centres d'intérêt, on va vous poser des questions par rapport à vos habitudes pour s'assurer que vous soyez correctement couvert. Donc, moi, je suis curieuse et j'ai envie de savoir si dans votre quotidien, vous avez déjà été confronté de près ou de loin à un accident du quotidien, à un aléa de la vie. Alors, ça peut être un accident de loisir, hein, ça peut être une chute de ski si vous êtes adepte de la glisse, ça peut être un accident sportif, ça peut être un accident de bricolage, un accident en faisant la cuisine par exemple. Je vous invite, si vous avez donc des choses à nous raconter, à noter les réponses directement dans le chat et nous pourrons faire le point au cours de l'intervention pour donner justement du sens à la couverture accident de la vie que propose Harmonie Mutuelle. Il faut savoir également qu'Harmonie Mutuelle a choisi pour chaque adhérent de choisir un conseiller privilégié. Donc, chaque adhérent chez Harmonie Mutuelle dispose d'un conseiller privilégié, ce qui va permettre aussi d'avoir une relation de confiance qui va s'installer et une relation personnalisée pour en savoir davantage sur nos adhérents. Donc, la garantie accident de la vie. Donc, nous avons la possibilité chez Harmonie Mutuelle de vous protéger en cas d'accident du quotidien, ce qui fait sens par rapport à l'intervention du docteur Simon. Aujourd'hui, il faut savoir en France qu'il y a 60% des Français qui pensent être correctement couverts en cas d'accident, mais seulement 15% de la population est réellement assurée pour y faire face. Votre contrat de santé va vous couvrir sur
la partie médicale, sur les soins courants. Mais si demain vous avez un accident, vous ne serez pas couvert sur les frais annexes qui peuvent être liés à l'accident en lui-même, selon bien sûr la gravité de l'accident. Les questions qu'il faut vous poser et qui sont vraiment essentielles et qui vont nous permettre justement en agence de pouvoir vous apporter des conseils de qualité sont les suivantes. Comment suis-je couvert en cas d'accident, dans un premier temps? Qui va m'aider si je suis immobilisée à la maison? Qui va prendre en charge les frais financiers qui sont liés à mon accident que je viens de subir et qui ne sont pas couverts par mon contrat de mutuelle. Il est vrai donc que votre contrat de mutuelle va connaître certaines limites, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, les frais annexes qui peuvent être pris en compte avec une couverture accident de la vie ne le seront pas du tout avec un contrat de santé. La sécurité sociale ne participera pas non plus sur ces frais-là, d'où l'importance de pouvoir se couvrir, de se couvrir correctement sur la partie accidentelle. La partie accidentelle va pouvoir vous couvrir sur plusieurs domaines, notamment sur le réaménagement du domicile. Si demain vous subissez un accident grave et qu'il faut réaménager le logement, on va pouvoir vous donner des exemples de coûts, notamment par exemple s'il faut modifier un peu la salle de bain, s'il faut installer une douche à l'italienne, etc. On va être aux alentours de 10 000 euros. Donc ça, c'est des frais qui sont très importants. Est-ce que vous avez cet argent-là pour payer les frais qui seraient liés à l'accident que vous avez subi? Vous avez peut-être envie de mettre de l'argent de côté que vous avez dans autre chose par rapport à ça. On peut aussi voir qu'une rampe d'accès peut aller jusqu'à 2 000 euros. La couverture accidentelle va vous permettre d'avoir une indemnisation maximale sur toutes les modifications qui peuvent être engendrées par l'accident que vous avez subi jusqu'à 110 000 euros. Donc 110 000 euros, c'est une somme conséquente qui peut faire face aux frais financiers. Et ça peut vous éviter de vous mettre dans l'embarras financièrement. On peut noter également que si demain vous avez un accident grave et que vous devez changer de véhicule, Harmonie Mutuelle peut vous indemniser jusqu'à 70 000 euros pour justement vous aider sur le financement d'un nouveau véhicule. Si jamais vous n'avez pas besoin de changer votre véhicule, mais que vous avez besoin de faire des aménagements sur votre véhicule actuel, les frais peuvent être relativement importants également. Ça peut dépasser les 3 500 euros selon les modifications qu'il y a à réaliser. Comme l'a dit Dr Simon, aujourd'hui, on enregistre à peu près chaque année 5 millions de personnes qui finissent aux urgences. Donc, c'est un montant important. C'est vrai que c'est à nous de vous sensibiliser sur les conséquences financières d'un accident du quotidien. Alors, il faut savoir que ce n'est pas une garantie obligatoire, c'est une garantie optionnelle que nous proposons en agence chez Harmonie Mutuelle, quelle que soit l'agence à laquelle vous êtes rattaché, et qui peut vous permettre de couvrir les frais financiers qui seraient directement liés à l'accident, en fait. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de regarder les réponses s'il y en a par rapport aux accidents que vous avez subi. Je vois que par exemple Odile est tombée en marchant dans les bois. Voilà, ça peut être en allant ramasser les champignons par exemple. C'est vrai que c'est des accidents qui ne préviennent pas, qui peuvent arriver à tout le monde, même si bien sûr on ne se le souhaite pas, hein. Mais je suis la première à qui ça a failli arriver. Donc c'est vrai que je pense qu'on est tous concernés sur les accidents du quotidien, comme l'a bien précisé Dr Simon. Ça peut être aussi, comme dit Cathy, un accident de morsure, hein, si vous faites mordre par un chien. Ça peut être en tombant dans la rue, en faisant la cuisine, en bricolant. Voilà, ça regroupe en fait tous les accidents du quotidien. C'est vrai que selon la gravité de l'accident, les coûts peuvent être différents. Nous, on est là aussi pour vous apporter de l'assistance à domicile en cas de besoin, si demain vous êtes immobilisé. Moi, je vous prends l'exemple d'une adhérente à moi qui est tombée sur les rails du tram en vélo dans le cadre d'un loisir. Elle a été immobilisée pendant 3 mois et elle n'avait pas de couverture accident de la vie. Donc, ça a été très embêtant car elle n'a pas pu bénéficier d'assistance à domicile et elle aurait pu avoir des indemnisations de notre part également pour réaménager son logement. Voilà.
Je pense que j'arrive au terme de la présentation concernant la partie accidentelle. Donc là, je vous invite à me poser des questions si vous en avez. Alors, on a peu de questions, Camille, sur ce sujet-là, mais c'est assez logique puisque ce sont, on est vraiment sur des sujets très personnels, très intimes. Donc, globalement, ce que je peux faire, ce que je t'invite à mettre ton adresse mail, si les gens souhaitent avoir des explications sur leur situation individuelle, personnelle, mais qui n'hésitent pas à te recontacter. Oui. Puisque tu reviendras vers eux pour à Bien sûr. minima une explication et au mieux une approche personnalisée. Alors oui, ah oui, tu les as mis. Ok, donc là c'est la dernière Oui, slide. voilà, Peut-être les mettre dans le copies. chat pour un copier-coller si tu veux, juste. Oui. Et puis s'il y a plus de questions, je vous remercie beaucoup parce que c'était particulièrement clair, enfin je crois. En tout cas, pour moi, c'était très clair et pertinent. On va donc clore cet échange. Merci également de noter ce webinaire sur le questionnaire de satisfaction qui va s'afficher. Ça nous permet, comme d'habitude, d'adapter au mieux nos rencontres à vos besoins. Je vous invite également à retourner sur le lien d'inscription de nos prochaines conférences. Il est toujours disponible sur le fil de discussion. Et quant au replay de ce webinaire, il vous sera adressé par mail dès la fin de cette rencontre. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.